Même si la production africaine de pétrole a augmenté au cours des 20 dernières années, 3,5 fois contre 1,6 fois au niveau mondial, les gisements demeurent toujours sous-exploités et des réserves restent encore à découvrir. L'Afrique dispose globalement d'un potentiel de ressources naturelles encore inexploitées. Diamants, or, uranium, bauxite, cuivre, cobalt, coltan, gaz. Il faut aussi et surtout compter avec le golfe de Guinée, qui se présente aujourd'hui comme le centre d'intérêt des pays à la recherche de la sécurité énergétique dont font partie la France et les États-Unis. Le golfe de Guinée dispose d'un des plus grands gisements sous-marins de pétrole connus au monde. Avec 24 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées, cette partie du continent, qui est la synthèse de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, est de loin la première région pétrolière africaine, avec des pays comme le Nigeria, l'Angola et la Guinée équatoriale, qui figurent au peloton de tête des pays producteurs de pétrole du continent. Avec une production de 4,5 milliards de barils par jour, le golfe de Guinée est devenu une région des plus prometteuses, renfermant du pétrole brut de qualité, facile à raffiner. La forte attractivité de cette région suscite des convoitises de plus en plus grandes de la part des consommateurs. Les Européens, qui ont une influence traditionnelle, les Américains, qui entendent s'y positionner solidement et durablement, sans oublier les Chinois, qui sont en embuscade. Ces gisements offshore, présentant alors l'avantage d'être protégés des conflits armés de la région, garantissent une production relativement constante et sûre des exportations plus faciles vers l'Europe et les États-Unis. Le golfe de Guinée émerge donc aujourd'hui comme un nouveau centre de gravité énergétique et devient désormais le théâtre d'influences mutuelles entre la France et les États-Unis. L'enjeu du continent africain pour les États-Unis, c'est pas simplement le pétrole. Ça serait le pétrole. Les États-Unis en Afrique pour le pétrole. Franchement, moi je vais vous donner l'exemple de Doba. Eux, effectivement, ils ont une carte de l'Afrique, c'est vraiment les oléoducs. Quand c'est le pétrole, eux, ils exploitent le pétrole du golfe de Guinée. Ils veulent augmenter leurs importations du continent africain de 15 à 25% pour être moins dépendants du golfe Persique. Donc ils veulent le golfe de Guinée. Ils s'intéressent au pétrole en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Mais vous savez, ils n'ont pas de lien affectif sur le plan avec l'Afrique, en dehors de Roots et Racine et autres des Américains d'origine africaine. Mais regardez ce qu'ils font au sud du Tchad. Vous avez une base qui s'appelle la base de Doba, qui est exploitée avec un des gisements comme Exxon. On n'en entend jamais parler. Ils sont là entre eux. Quand vous prenez l'avion de Paris pour N'Djamena, vous avez des gros Texans dans l'avion avec leur chapeau, avec leur cuisinier philippin. Ils arrivent à N'Djamena, ils prennent leur truc, on les amène ensuite à Doba. Ils verrouillent bien toute la base. Ils pompent le pétrole. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, ils vont boucher le truc et ils vont partir, vous n'entendrez plus parler. C'est pas simplement le pétrole pour les Américains en Afrique, c'est la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. S'ils peuvent s'installer en Côte d'Ivoire, c'est plus facile d'avoir, compte tenu des infrastructures qu'il y a en Côte d'Ivoire, de s'installer à Bouaké ou à Yamoussoukro. C'est aussi la question du dernier poumon vert, le deuxième forêt pluviale dans le monde, c'est l'ensemble des forêts du bassin du Congo. Une fois tout le monde aura rasé l'Amazonie. Et pour eux, c'est une question que maintenant, ils considèrent que la France, il n'y a plus de précarés français puisque c'est plus gendarmes de l'Afrique. Et eux, ils préparent la rivalité avec, pas les Européens, mais la rivalité avec la Chine. Demain, le véritable enjeu du continent africain, ça ne sera pas la petite France qui sera devenue un pays musée avec les nordistes, les néerlandais, les anglais qui sont venus acheter des maisons dans le sud parce que tout le monde trouve ça très sympathique de vivre en Provence. Mais la France sera un pays musée. Et par contre, le véritable enjeu, la guerre, ça sera avec Inde, Brésil, Chine, États-Unis, sur un continent qui est le dernier continent où vous trouvez des recherches aussi rares que les terres rares qu'il y a uniquement en Chine, tout le monde les veut, le lithium, le coltan, on a tous avec nos portables, maintenant on en a tous 3 ou 4. Je veux dire, tout ça, c'est les matières rares, on les trouvera qu'en Afrique, et c'est un continent inexploré. À partir du moment où ça a été la fin de la guerre froide, tous les intérêts ont pu s'exprimer, je dirais, certes secrètement, mais librement. Et donc, pour des raisons
politiques et pour des raisons économiques. On a bien vu que les anciens partages qui dataient donc des périodes coloniales étaient considérés par d'autres puissances comme étant complètement dépassés. Et donc, notamment, les États-Unis ont estimé que le précaré, c'était fini. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est des problèmes de rivalité très fortes entre les grandes puissances qui ne s'attaquaient pas pendant de nombreuses années après la Deuxième Guerre mondiale à cause de la menace soviétique. À partir du moment où il n'y a plus de menace soviétique, les anciens amis, et toujours amis, ont pu s'affronter secrètement en Afrique. La marine américaine, avec l'USS Nashville, navire de guerre de 17 000 tonnes et ses 420 membres à bord, déclare officiellement vouloir renforcer la sécurité dans la région affectée par la piraterie, le trafic de drogue et les attaques contre les installations pétrolières. Et le BPC Tonnerre de la marine française navigue dans la région. L'ambassadeur de France au Cameroun, Georges Serre, parlera d'une veille internationale contre un fléau qui gêne les activités normales de commerce et de production de richesses. Redoutant de plus en plus d'être bousculée dans son précaré par les Américains et les Chinois, la France décide de passer à l'offensive. Elle veut coûte que coûte réaffirmer sa présence dans ses ex-colonies. Chacun y va de sa stratégie. Les pays du Golfe de Guinée, pour leur part, joueront essentiellement sur la concurrence américano-européenne pour l'accès aux ressources de l'Afrique. Ces États qui, comme la Côte d'Ivoire, partent de la bordure occidentale du continent africain au cap de Bonne-Espérance en passant par le détroit de Gibraltar, renforcent ainsi leur pouvoir de négociation face au maître, le colonisateur d'hier. L'idée du précaré connaît peu à peu l'essoufflement. La France, en fait, quelque part fait croire qu'elle est encore à la manœuvre, qu'elle a encore la capacité d'influer sur telle et telle évolution démocratique en Afrique, mais on voit bien qu'à mon avis c'est un leurre. La France n'a plus les moyens réellement d'avoir cette relation paternaliste ou cette relation de rapport de pouvoir avec l'Afrique. Je veux dire, l'Afrique se mondialise beaucoup plus vite que la France. Et on l'a vu, que ce soit la situation en Côte d'Ivoire ou la situation au Gabon ou ailleurs, très franchement, beaucoup d'Africains pensent que c'est la France qui décide de tout, mais c'est un leurre. Souvent, c'est plutôt inversé. À mon avis, par exemple, on l'a vu avec quelqu'un comme le président gabonais Omar Bongo. Dans la première période, c'est vrai qu'il a été installé par la France. Il n'y est pas, d'ailleurs, après il a pris la succession de Léon Mba. Mais en fait, dans la deuxième période, on a vu, à mon avis, on n'était plus du tout dans la France-Afrique, mais plutôt dans l'Afrique-France. Et c'était Omar Bongo qui, parfois, instrumentalisait, choisissait les ministres de la coopération, choisissait un tel et un tel. Et on a plutôt vu des personnalités françaises aux ordres de quelqu'un d'Omar Bongo. C'était totalement inversé. Même chose en Côte d'Ivoire. Si la France était si puissante en Côte d'Ivoire, en 2002, on ne serait pas se trouvé dans cette situation complètement ubuesque de troupes françaises coupant le pays en deux et ne choisissant pas vraiment ni d'un côté ni de l'autre, restant un petit peu entre les deux, ne soutenant pas complètement Laurent Gbagbo contre les rebelles du Nord, mais en même temps coupant le pays en deux. La France aurait dû, à un moment donné, soit il considérait que Laurent Gbagbo était légitime, à ce moment-là, il donnait les moyens à Laurent Gbagbo de se défendre contre la rébellion, soit il n'intervenait pas, mais de rester au nom, soi-disant, pour pas que les Ivoiriens s'entretuent venir en tant que force impartiale entre deux, et à installer un état de fait, et la montre à quel point la France perd finalement son savoir-faire, sa connaissance qu'elle avait de la Côte d'Ivoire, qui était sa vitrine. Et on l'a vu au moment du coup d'État de 1999, quand Henri Konan Bédier, le coup d'État contre Henri Konan Bédier, mais on l'a vu à plusieurs reprises comment la France se trouve entre deux et ne veut pas vraiment choisir, mais c'est aussi très souvent des bisbilles ou des problèmes franco-français entre l'Élysée, le Quai d'Orsay ou un certain nombre de réseaux. Et en fait, il n'y a pas, après une période
qu'on peut, on peut critiquer au niveau du fait, parce que la période de Jacques Foccart, on peut la critiquer dans le sens où finalement c'était quand même la priorité au patriotisme français et quelque part, comme c'était la guerre froide, un peu une négation de ce qu'était réellement l'Afrique. Mais en même temps, dans la période qui a suivi maintenant, on voit bien que c'est un peu cafouilleux, chaotique. On ne voit pas de vision. On n'a pas vu une France qui allait au-devant des nouvelles générations d'Africains, qui est restée un petit peu comme ça, comme un gros bateau, en même temps un petit peu dans une France-Afrique de réseau, sans définir une véritable nouvelle politique et qui n'a pas su gérer ses relations avec des nouvelles personnalités comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais ça s'est vu aussi dans un certain nombre de pays, n'a pas su et rester en même temps scotché à un certain nombre de dirigeants africains de l'ancienne période qu'elle avait coopté dans la première période et n'a pas su non plus laisser parfois la démocratie se faire en se retirant complètement, en laissant croire qu'elle avait encore à la manœuvre. Alors, les politiques et les médias font comme si nous étions encore un grand acteur en Afrique. Et la réalité me semble complètement différente. Moi, je considère que la France, en réalité, ou alors il faudra qu'on m'explique, n'a pas de politique africaine. En tout cas, n'a pas de politique lisible sur l'Afrique. Moi, j'ai beau chercher, j'ai beau... un coup, on parle de rupture, le lendemain, les actes prouvent le contraire, et on fait le discours de Dakar, et puis après on essaie de montrer totalement l'inverse. Donc pour quelqu'un qui est tranquillement dans son bureau et qui essaie de lire, il n'y arrive pas. Hein. Donc autrement dit, on peut trouver des exemples pointus, on peut parler de... si on prend... Areva, si on prend Total, si on prend Bolloré, si on prend Bouygues, on va trouver des exemples d'intérêt. Mais j'entends en tant qu'intérêt global, comme c'était le cas encore dans les années 60 et 70, dans les premières décennies d'après-indépendance, les Français n'ont pas encore trouvé un équilibre dans ces rapports avec l'Afrique, les Africains, les peuples africains. On voit bien que il y a tout le passé qui ressurgit. On voit bien que personne ne sait comment manier tout ça. Je pense moi au discours de Dakar. Je pense après aux opposants, à Ségolène Royal qui fait le contre-discours de Dakar. On voit bien qu'il n'y a plus aucune vision, au contraire, de la France, même si il y a des dérives anciennes, hein, il y a des rapports incestueux qui datent d'après les indépendances, qui continuent encore, ça c'est une évidence, mais globalement, je pense qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, il n'y a plus de vision, hein, ce que je trouve un peu dramatique, et donc les mots ne suffisent pas. Il y a eu le mot rupture, mais en fait, c'est pas une rupture, c'est une absence de vision. Les États-Unis misent sur la sécurisation militaire avec Africom, nouveau commandement américain pour l'Afrique, comme cheval de Troie. La Chine troque les infrastructures contre une priorité à l'exportation. L'Europe et la France comptent sur des liens traditionnels qui semblent progressivement mais sûrement lui échapper, avec en tête la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, qui inlassablement montre de l'intransigeance quant à son refus de s'inscrire sans discernement dans la dynamique de la France-Afrique. La lutte pour le pouvoir en cours en Côte d'Ivoire a des répercussions au Congo, où des élections présidentielles sont prévues pour novembre prochain. Le ministère de l'Information et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a déclaré qu'il était envisagé de proposer une modification de la Constitution afin de remplacer le scrutin présidentiel à 2 tours par une élection à 1 tour seulement. Cette réflexion était déjà en cours, pour des raisons budgétaires entre autres, mais les événements de Côte d'Ivoire pourraient précipiter la décision. Nous avons frôlé le pire en 2006, assure le ministre, et nous voulons aujourd'hui, à tout prix, éviter tout risque de dérive identitaire, comme en Côte d'Ivoire, en Guinée ou au Kenya. Cette décision confirme que la situation à Abidjan passionne les pays du Golfe de Guinée, mais aussi l'opinion au Congo, qui présente quelquefois des parallèles entre l'histoire des 2 pays. Au départ, dans les 2 pays, au début des années 90,
il y avait un dictateur vieillissant, ami de l'Occident, et en particulier des anciennes puissances coloniales, la Belgique et la France. Mobutu, comme Houphouët-Boigny, apparaissaient également comme des relais régionaux, intervenant ici comme des sages, des médiateurs, ou là comme des bouts de feu. L'Angola, qui est en passe de jouer un rôle de leader en Afrique, ne soutient pas l'idée d'une intervention militaire contre Laurent Gbagbo, et n'a pas oublié comment les armes destinées à Savimbi transitaient par le Zaïre de l'époque, tandis que le leader de l'UNITA était le bienvenu à Abidjan. Il faut regarder de très près l'Angola, parce que c'est un pays qui devient incontournable sur une bonne partie de l'Afrique. C'est un acteur qui est essentiel. Et je me risque un petit peu à un pronostic. Tout ce qui s'est passé depuis 90 sur l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, le Zaïre, une partie de ce qui s'est passé, c'est la redéfinition des influences, le changement. Il y avait un grand gendarme pour le compte de l'Occident et surtout des Américains qui était Mobutu. Les Américains ont lâché Mobutu et ils ont essayé de lui substituer d'abord deux personnages qui étaient donc Museveni, Yoweri Museveni, patron de l'Ouganda, et Paul Kagame, patron du Rwanda. Au fil du temps, Paul Kagame s'est imposé comme le principal personnage. C'est tellement vrai que c'est avec des soldats rwandais que l'ONU a estimé qu'elle pouvait, enfin que c'était ces seuls soldats-là qui pouvaient intervenir dans l'est du Soudan, au Darfour. Donc donc il était devenu le personnage incontournable, avec une fonction évidente, c'est ramener la paix dans la région, hein, ramener la paix, ramener. Bon, on s'aperçoit après 16 ans que la paix n'est pas revenue, surtout dans le Grand Congo, parce que ce qui préoccupe évidemment énormément, c'est ce qui va se passer, parce que selon que la RDC est calme ou pas calme, ça a quand même beaucoup d'influence sur toute la région. Et donc, on voit bien que Kagame n'est plus le personnage si merveilleux, si chevalier blanc, etc., qu'il a été longtemps. Surtout, on a vu ce qui s'était passé lors des élections. Donc lui qui était le monsieur idéal pose quand même maintenant des problèmes aux Américains. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu un déplacement, parce qu'il y a quand même des élections prochaines au Congo, et donc ce qui va se passer est quand même très important, et donc la stabilité du Congo est essentielle, et donc on voit bien que plus on va et plus le rôle de Luanda est essentiel. Et donc je pense que l'Angola a un rôle déjà important, mais ce rôle va sans doute devenir de plus en plus important, à la fois pour la stabilité du centre, de l'Afrique des Grands Lacs, mais aussi plus remontant jusqu'à une partie, enfin au moins le golfe de Guinée. Et donc je pense qu'il devient de plus en plus le personnage clé, enfin le Dos Santos le personnage clé, et l'Angola le pays clé de toute la région. Et donc c'est ce qui est intéressant, que Dos Santos soutienne Laurent Gbagbo, et me semble-t-il quelque chose de extraordinairement important pour la lecture de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochaines années. Tout bascula avec le jeu des intérêts des Occidentaux, combiné avec l'exigence de démocratisation qui toucha l'Afrique. Dès 1990, Mobutu fut lâché par les Belges, suivi par les Européens, et en 1993, les funérailles d'Houphouët furent aussi celles d'une certaine France-Afrique. Les modalités de la succession furent différentes. En Côte d'Ivoire, le dauphin constitutionnel Henri Konan Bédié, finalement élu en 1995, fit face au premier ministre du vieux Alassane Ouattara, qui dès le décès du patriarche avait montré son intention de lui succéder. Si Ouattara, venu des milieux financiers internationaux et formé aux États-Unis, avait été chargé de mettre en œuvre des politiques d'austérité impopulaires,
c'est aussi parce que beaucoup ne le considéraient pas comme un Ivoirien de souche. De la même manière que quelques années plus tôt, Leonkengo Wadondo, Tutsi d'origine, avait été chargé de remettre de l'ordre dans les finances de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, Konan Bédié mena campagne contre son rival Ouattara, en inventant le concept d'ivoirité. Cette exclusive, au Congo, allait se traduire par celui de nationalité douteuse, puis, lors des élections de 2006, par la congolité. Même si les modalités de la succession furent différentes dans les deux pays, la guerre, elle, allait être au rendez-vous. À Kinshasa, alors que la France aurait souhaité associer Kengo Wadondo à la succession d'un Mobutu déclinant, les Américains s'étaient choisi un autre homme fort dans la région, sinon deux, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ces deux nouveaux leaders entendaient diriger à distance l'immense Congo, sinon le morceler, avec l'assentiment de certains milieux américains. Dès que fut dissipée l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, tous les Occidentaux, Belges compris, s'entendirent sur un point commun qui ressemble étrangement au sentiment qu'inspire aujourd'hui Gbagbo, la détestation de la communauté internationale. Laurent Désiré Kabila, initialement choisi comme simple porte-parole des rebelles, s'était autoproclamé chef de l'État, entendait exercer ses prérogatives et encourager un développement auto-centré. La conclusion ne tarda pas, il n'était pas l'homme qu'il fallait. Le scénario de la Deuxième Guerre du Congo, lancé en août 1998 au départ du Rwanda, inspirera plus tard celui de la Côte d'Ivoire. Des rebelles, entraînés dans les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda comme plus tard le Burkina Faso, dénoncent les discriminations exagérées dont leur groupe ethnique est victime. Ils s'emparent d'une partie du territoire, l'occupent et envoient ses ressources vers les pays frontaliers, le Rwanda et l'Ouganda en l'occurrence. Les voisins de la Côte d'Ivoire feront de même. Le Ghana, le Burkina Faso bénéficient de l'exportation de matières premières venues de Côte d'Ivoire, le diamant, le cacao. Au Congo, en 1998, la communauté internationale choisit de qualifier de guerre civile une agression venue de l'extérieur et qui n'est pas soutenue par les populations de l'Est. Elle refuse de s'interposer et convoque une conférence de paix dont les dés seront pipés. À Lusaka, en 1999, les rebelles congolais sont mis sur le même pied que les représentants du pouvoir central, ce qui permet de mettre en minorité l'indésirable Laurent Désiré Kabila. En outre, l'argument des droits de l'homme est habilement utilisé pour discréditer le vieux maquisard. Alors que l'on sait aujourd'hui, grâce au Mapping Report de l'ONU, que les massacres de réfugiés Hutus ont essentiellement été commis par des rebelles sous les ordres de l'armée rwandaise ou par les commandos de Kagame lui-même, c'est à Kabila que l'on fait porter la responsabilité des tueries. Alors qu'à Lusaka, ses émissaires ont cédé aux pressions, Kabila se tourne alors vers la rue, où des manifestants dénoncent la capitulation. Il faudra attendre 2002 pour que la roue tourne. Auparavant, le 16 janvier 2001, le coriace président a été victime d'un assassinat dont les commanditaires sont toujours demeurés dans l'ombre. En Côte d'Ivoire, après que le général Gueye se soit brièvement emparé du pouvoir, des élections ont lieu en 2000, mais Alassane Ouattara, comme Henri Konan Bédié, sont empêchés de se présenter. Laurent Gbagbo, issu de l'opposition, l'emporte contre le général Gueye et, comme ce dernier, conteste le résultat du scrutin. Il recourt à ses militants qui descendent dans la rue. Gbagbo avoue lui-même que les conditions de cette élection étaient calamiteuses et promet un gouvernement d'union nationale. La campagne de dénigrement est immédiate, les partisans de Gbagbo qui tiennent la rue sont accusés d'avoir commis un massacre de Djoulas, musulmans du Nord, à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Le président élu est accusé d'avoir repris à son compte le thème de l'ivoirité, cependant inventé par Bédié. Des campagnes sont menées contre le cacao ivoirien, la première ressource du pays, car des enfants, présentés comme esclaves, sont employés dans les plantations du Sud au dire de l'opposition dirigée par Ouattara. En 2002, l'éclatement de la guerre ne surprend guère ceux qui étaient passés par Ouagadougou. Les rebelles, des Ivoiriens du Nord, mais aussi des combattants recrutés dans tous les pays sahéliens, s'étaient entraînés durant des mois au Burkina Faso avec la bénédiction du président Blaise Compaoré.
La France accepte cependant de s'interposer pour, à première vue, empêcher la chute de la capitale. Elle ne fait pas jouer les accords de défense, mais le contingent de la force Licorne se déploie dans une zone de confiance qui coupe le pays en deux, pour ensuite se mettre dans une posture de belligérance avec la destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne et des tueries massives devant l'hôtel Ivoire à Abidjan en représailles au bombardement du cantonnement français de Bouaké qui aurait fait 9 morts, dont un Américain au cours de l'opération Dignité. Lorsqu'en 2003, la France, sous Jacques Chirac avec De Villepin aux affaires étrangères, convoque toutes les parties ivoiriennes dans un stade de rugby de l'Inas Marcoussis, la formule de Lusaka, déjà utilisée au Congo, est recyclée. Les rebelles sont placés sur pied d'égalité avec les représentants du gouvernement et ces derniers se voient sommés d'accepter un gouvernement d'union dans lequel les représentants des forces nouvelles occuperont des postes clés, la défense et la sécurité. En outre, les deux armées seront fusionnées. Gbagbo, placé devant le fait accompli, tente de calmer les siens avec à leur tête Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Les foules en colère envahissent les rues d'Abidjan. Au Congo, dès 2001, la négociation a repris avec Joseph Kabila. Plus malléable que son père, il a compris que, provisoirement en tout cas, mieux valait plier. En échange du départ des troupes étrangères et de la réunification du pays, les principaux groupes rebelles, le MLC de Bemba et le RCD de Ruberva, proches du Rwanda, sont intégrés au pouvoir de Kinshasa. Et ce n'est pas un hasard si le RCD se voit confier la défense et la sécurité, si Jean-Pierre Bemba a la haute main sur l'économie. De 2002 jusqu'en 2006, Joseph Kabila rassure les Occidentaux par sa modération. Il fait promulguer un code minier extrêmement ouvert aux investissements étrangers, promet de privatiser les entreprises publiques et donne tous les gages que lui demande le CIAT, Comité d'accompagnement de la transition, composé d'ambassadeurs étrangers. Il est récompensé de sa modération, non seulement par le vote des électeurs, 54%, mais aussi par le fait que son rival, Jean-Pierre Bemba, se retrouve entre les mains de la Cour pénale internationale. En outre, les accords de paix prévoient l'intégration des forces rebelles au sein de l'armée gouvernementale avec l'appui de la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, d'autres accords signés à Ouagadougou cette fois, avec Kampaoré comme médiateur, prévoient eux aussi des élections générales supervisées par les Nations Unies. Auparavant, les provinces du Nord, tenues par les rebelles, devraient être désarmées, les différentes armées intégrées ou démobilisées. En outre, Guillaume Soro, l'un des leaders de la rébellion, deviendra le premier ministre de Gbagbo. Ici aussi, les rebelles entrent au cœur du pouvoir. Au Congo, comme en Côte d'Ivoire, le volet militaire s'avère un échec. Dans le premier cas, l'intégration des divers groupes armés, basée sur le principe de l'impunité, introduira dans l'armée des militaires étrangers, ce qui privera Kabila du plus important des instruments de sa souveraineté, une armée fonctionnelle. En outre, l'Est du pays n'ayant pas été désarmé, des rébellions comme celle de Nkunda ou d'autres en gestation font peser sur Kinshasa une sorte d'épée de Damoclès. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles des forces nouvelles, qui n'avaient pas été désarmés et avaient gardé leur structure de commandement, ont été accusés d'intimider, de bastonner les électeurs et d'avoir violé ou tué des militants de la majorité présidentielle, ce qui permit au Conseil constitutionnel de mettre en cause la crédibilité du scrutin et d'annuler le vote dans plusieurs bureaux. Dès lors, débutera un scénario surréaliste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, autrefois havre de paix et de progrès. Les secrets de la présidentielle ivoirienne laissent croire que l'élection n'était qu'un prétexte pour enfin faire partir du pouvoir l'indécrottable Laurent Gbagbo. Les observateurs, tant européens qu'africains, envoyés sur le terrain s'accordent à se contredire. Parmi ceux-ci, outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénoncera, en même temps que le centre de commandement militaire intégré, des exactions de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord encore sous contrôle de la rébellion. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves
notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Les envoyés de l'Union européenne, eux, affirmeront le contraire après avoir préalablement reconnu des échauffourées, mais qu'ils estimeront par la suite sans incidence majeure sur le vote. Paris se dit très préoccupé devant la cacophonie qui en découlera et manifestera même son inquiétude face à l'incapacité de commissions électorales indépendantes à donner les résultats de l'élection, alors que seulement 25 minutes la séparaient du délai d'expiration ce mercredi 1er décembre à minuit. Prise au piège du mode opératoire de consolidation des résultats qui prescrit le consensus et confrontée surtout aux difficultés structurelles de la commission composée d'une trentaine de membres de l'opposition contre seulement 4 de la majorité présidentielle, Youssouf Bakayoko, son président, avec un humour incompréhensible en cette période délicate, finira par concéder la forclusion. Remercier les Ivoiriens d'être aussi patients. Nous avons, depuis la fin du scrutin, entrepris de faire un travail de validation des résultats qui nous parviennent des différentes régions de Côte d'Ivoire et bien entendu des différents bureaux de vote et des différentes commissions locales. Ce travail se poursuit. Nous ne l'avons pas encore achevé. Quand nous serons prêts, nous nous tournerons vers la télévision pour vous communiquer les résultats de nos délibérations à l'ensemble de la population. Je veux donc leur demander d'être patients, d'être compréhensifs et puis de nous laisser le temps de travailler en toute sérénité. Il s'agit de problèmes d'une grande importance. Il n'est pas encore minuit, donc nous continuons de travailler. Il n'est pas encore minuit. Nous poursuivons notre travail. Cela signifie que nous n'avons communiqué, à l'heure où je vous parle, aucun résultat. Nous n'avons rien dit à qui que ce soit parce que nous n'avons pas achevé notre travail. Mais avant, l'Élysée tentera le tout pour le tout, demandant ce même mercredi à 23h45 à son ambassadeur à Abidjan, à la suite d'Alassane Ouattara, d'adresser un courrier au président de la commission électorale. Monsieur le Président, il nous revient de façon récurrente que le candidat de la majorité présidentielle vous a adressé une requête aux fins d'invalidation du scrutin dans certaines régions du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Or, au regard de la loi, il n'est pas de vos attributions d'invalider le scrutin, autrement nous vous aurions saisi en invalidation du scrutin dans les régions de l'Agnébi, du Haut-Sassandra, du Moyen-Comoé, du Fromager, de la Maraoué, des 18 montagnes, du Moyen-Cavali, des lagunes, pour les motifs ci-après. Empêchement de vote, violence et voies de fait sur nos représentants et militants, achat de conscience d'électeurs, séquestration de nos représentants, bourrage d'urnes, menaces de toutes sortes, atteinte à l'intégrité physique, destruction de biens et toutes sortes de violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous pensons que la Commission électorale indépendante doit s'atteler aux seules tâches qui sont les siennes, à savoir proclamer sans délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Nous nous permettons de rappeler que le délai de 3 jours imparti à la Commission électorale indépendante expire ce jour, avec comme conséquence le risque de voir la CEI dessaisie, ce qui serait un échec dans la conduite de votre mission. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos considérations. Distingué, signé Alassane Ouattara. Le lendemain du mercredi 1er décembre,
le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur instruction ferme de Sarkozy, appelle en téléconférence son représentant à Abidjan, le Coréen Choi, et le président fort clos de la CEI, Youssouf Bakayoko, à donner et certifier, surtout avant le Conseil constitutionnel, des résultats quelconques de la présidentielle ivoirienne, pourvu que le vainqueur en soit Alassane Ouattara, comme l'exigent Paris et Washington. Susan Rice, alors présidente de l'ONU, membre du cabinet d'Obama, a été chargée de convaincre le président américain dans ce sens, comme le lui a demandé aussi son amie personnelle, Madame Toungara, ex-épouse d'Adama Toungara, membre influent du RDR, le parti d'Alassane Ouattara. La pression monte d'un cran contre Youssouf Bakayoko et Choi, qui, redoutant un soulèvement populaire sans commune mesure des partisans de Laurent Gbagbo, opposent un refus catégorique à cette entreprise périlleuse. Fort clos, et alors qu'il avait déjà transmis le dossier électoral au Conseil constitutionnel, tel que l'exige la loi électorale, Youssouf Bakayoko, accompagné par les ambassadeurs de France et des États-Unis, et assuré d'un asile à Paris, se retrouvera contre son gré à l'Hôtel du Golfe, quartier général de campagne de l'adversaire de Laurent Gbagbo, 24 heures plus tard, pour donner de façon lapidaire des résultats qu'il est forcé à reconnaître comme ceux du deuxième tour de la présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats, repris en boucle par les médias français, conformément au plan de Paris, seront rejetés par le Conseil constitutionnel ivoirien, à qui revient la charge légale de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondante permanente en Côte d'Ivoire, on vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée, on attendait les résultats pour mardi puis mercredi, et finalement c'est jeudi après-midi, tout à l'heure, que cette annonce a été faite, mais après une série de rebondissements. Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée, puis alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé, sans préambule, escorté par 2 militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Alors vous parlez du Conseil constitutionnel, écoutons maintenant le président de ce Conseil constitutionnel qui s'exprimait justement à propos de ces résultats. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de donner les résultats définitifs, va faire son travail et la lumière sera faite sur l'élection. On ne peut pas éternellement rester dans les blocages et la CEI a été incapable de donner les résultats provisoires. C'est pour ça que nous en appelons à la sérénité de tous pour que le Conseil fasse son travail dans le calme et la tranquillité. Alors la sérénité de tous, toute la communauté internationale évoque ça. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU en a parlé, la Cour pénale internationale s'en est mêlée également. Mais concrètement, quand on entend ce président du Conseil constitutionnel dire que ces résultats sont encore en pointillés d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire, Tatiana ? Alors justement, après le délai expiré hier pour la CEI de proclamer les résultats provisoires, le dossier était désormais naturellement entre les mains du Conseil constitutionnel. C'est ce que c'est explicite dans le code électoral. Il faut préciser qu'avant cette annonce des résultats par le président de la CEI, le Conseil constitutionnel avait déclaré avoir été saisi déjà par la CEI. Devant la taille de l'enjeu qui se résume au départ de Gbagbo du pouvoir, car résolu, estime Nicolas Sarkozy à se tourner vers des partenaires inhabituels, en l'occurrence la Russie et la Chine, les pouvoirs de Paris et des États-Unis vont prêcher, chacun pour sa chapelle, et jouer la carte de la fiction politique et du lynchage médiatique. Comme ici, l'exemple de ce jeune homme qu'aurait tué les patriotes selon les chaînes de télévision européennes et qui, contre toute attente, se relèvera quelques instants après, une fois le scénario terminé, ignorant qu'il était filmé cette fois d'une autre caméra cachée, plus impartiale. Le président sortant est dépeint par la presse française comme un dictateur hors pair, un mauvais perdant.
Seul contre tous, Laurent Gbagbo appelle la communauté internationale à une enquête post-électorale avec, en filigrane, le recomptage des voix. Là aussi, l'ONU est seule à dénoncer, a priori, une injustice si les propositions de Gbagbo venaient à être prises en compte par l'Union africaine. Alors que des bulletins de vote au nord présentaient par endroits plus de votants que d'inscrits, ou simplement 0 voix pour le président sortant dans plusieurs centaines de bureaux de vote, où pourtant il était censé avoir des représentants. Ce sont au total des bourrages d'urnes que l'on subodore et l'embrouille née de l'octroi, sans raison apparente, d'environ 600 000 voix à Alassane Ouattara qu'il faudra décrypter. L'appel de Laurent Gbagbo est entendu par les présidents angolais José Eduardo dos Santos, le sud-africain Jacob Zuma et l'ougandais Yoweri Museveni. L'Afrique s'en trouvera très fortement divisée et l'Union africaine humiliée. J'ai été choqué par la prise de position urbi et torbi de la France dans cette affaire. Je pense que la seule position, c'était d'une position de retrait et de laisser les choses faire. Et donc s'attaquer compte tenu du passé, et compte tenu des 10 dernières années, compte tenu de ce qu'on savait des raisons de la crise ivoirienne, c'est-à-dire du rôle de Soro, du rôle des puissances étrangères. Je pense que la seule politique que moi j'aurais admis, ça aurait été au minimum le silence, et donc de laisser les pays africains régler leurs propres affaires. Et donc c'est cet angle-là que et donc pas tomber, parce que je pense que la situation que je n'ai pas suivie au jour le jour, elle est beaucoup plus compliquée que celle qu'on peut entendre par les reporters ici et là, qui regardent là une fois de plus uniquement sous un angle moral et militant. Et donc je pense que c'est une affaire qui concerne les Ivoiriens d'abord et les Africains ensuite, et que ce n'est pas à la France d'intervenir là-dedans. Je trouve que, en tout cas, critiquer violemment un recomptage des voix me semble, quand on veut vraiment mettre au pinacle comme valeur fondamentale la démocratie, ça me semble un peu contradictoire de ne pas au moins accepter cette affaire de recomptage des voix. Moi, ça ne me choquait pas du tout qu'on accepte le recomptage des voix, puisque s'il y a eu fraude et qu'il y a un problème, autant recompter les voix. Donc, je trouvais que c'était, si c'était la demande d'un côté, il fallait recompter les voix. Blaise Compaoré, le président burkinabé, et ses homologues Abdoulaye Wade du Sénégal et Jonathan Goodluck du Nigeria se voient arracher le dossier ivoirien. Mais Paris n'a pas encore dit son dernier mot. Les sanctions économiques contre la Côte d'Ivoire se multiplient pour pousser les populations à la rue contre Gbagbo. C'est-il seulement le président ivoirien qu'il est pris au piège de la bataille américano-française pour le contrôle du golfe de Guinée? La Côte d'Ivoire demeure un pays essentiel, avec son hub port, le deuxième d'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud, sa position médiane sur la côte atlantique et ses infrastructures économiques inégalées en Afrique de l'Ouest. Toutes choses qui devraient permettre des exportations rapides vers l'Europe et l'Amérique au départ du golfe de Guinée. Si les Congolais craignent que le scénario ivoirien se produise chez eux en 2011, c'est aussi parce que Joseph Kabila, en plus de la reconstruction des infrastructures, a aussi ouvert le jeu, passé d'importants accords avec les Chinois et diversifié les partenaires. Le FMI lui refusera même un prêt, lui reprochant ses transactions avec la Chine. Les termes des attaques, reposant sur des faits réels et sur un incontestable durcissement du régime, se dessinent déjà. La corruption de l'entourage présidentiel, les violations des droits de l'homme. Quant à Laurent Gbagbo, s'il n'a pas réellement touché aux intérêts français, Total vient de se voir accorder un important champ pétrolier, Bouygues et Bolloré n'ont rien perdu, il a lui aussi fait jouer les appels d'offres, invité de nouveaux acteurs économiques qui, craint Paris, pourraient se rapprocher ainsi du golfe de Guinée. Il est également reproché à Gbagbo d'avoir laissé s'implanter les Libanais. La France a ainsi vu disparaître son hégémonie d'autrefois. De la même manière qu'au Congo, les Européens doivent désormais côtoyer de nouveaux partenaires.
Derrière le maintien ou non de Gbagbo au pouvoir, se joue le contrôle du golfe de Guinée, cet Eldorado pétrolier que Français ou Américains, en perte de vitesse dans le monde arabe et unis pour cette fois, ne souhaitent pas voir passer en d'autres mains. À leurs yeux, Alassane Ouattara, ami personnel de Sarkozy, ancien directeur du FMI, gestionnaire libéral, représente un interlocuteur beaucoup plus crédible que Gbagbo le nationaliste. La France a vraiment perdu son influence. Pour moi, si la France n'avait pas perdu son influence, on ne serait pas arrivé à cette situation de novembre 2004 en Côte d'Ivoire, à voir des parachutistes français qui étaient venus en fait pour pacifier, entre guillemets, une crise ivoirienne et qu'on finit par tirer sur des Ivoiriens en novembre 2004. Donc ça veut dire que on voit bien comment la France n'a pas finalement ni mesuré, ni n'avait les capacités d'analyser réellement les situations et de faire ce qu'il voulait faire. Elle a perdu quelque part sa science africaine en considérant qu'il y a une période où vraiment elle contrôlait tout. Il ne faut pas le nier, il y a une période où c'est vrai que la France contrôlait réellement ses anciennes colonies, ce qui n'est plus le cas depuis la fin de la guerre froide, et souvent les Africains ne se rendent pas compte à quel point la France a perdu ses influences. Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans un certain nombre de situations, la France n'a pas à un moment donné, à des périodes très précises, poussé, selon ses intérêts, pousser l'un ou l'autre dirigeant africain. À l'instar de bon nombre d'Africains, l'opinion congolaise observe l'exceptionnelle unanimité de la communauté internationale à propos de la Côte d'Ivoire et se demande quel est le véritable enjeu de l'épreuve de force en cours. Quant au gouvernement de Kinshasa, issu de la majorité présidentielle, il n'entend pas se laisser piéger dans un scrutin à 2 tours qui permettrait à tous les candidats de l'opposition de se rallier à une candidature commune dirigée contre le président sortant, et il envisage de passer à un simple scrutin majoritaire. Le Congo garde encore présent à l'esprit ces terribles phrases prononcées par Nicolas Sarkozy en 2010 dans la région des Grands Lacs. Quant à la région des lacs, la violence s'est une nouvelle fois déchaînée. L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fond qui se posent de façon récurrente depuis bien davantage que 10 ans. Il faut trouver une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Cela met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose aussi la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses, et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres.